Voilà. Est-ce qu'il ça s'est mis en rouge? Ouais. Ok, génial, merci. Bien, on voit là? Ouais, c'est bon. Non, on est bien là. Super, génial, génial. Impeccable. Tu veux expliquer un petit peu? Parce que là... Ouais, je peux enregistrer? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu es bon ici? Ouais, attends. Non, c'est à l'envers. Non. Mais tourne vers moi, tu tourneras vers toi après. Ouais, super. C'est bien comme ça? Allez, c'est bon. Et là, le monde entier nous voit, c'est ça? On est en direct. Génial. Et la dernière fois, il y a 70 000 personnes, mais c'est pas rien. Hein? Non. 70 000. En live, il y avait 9 000, et après qu'ils l'ont vu, il y a eu en tout 61 000, ça fait 70 000. Ouais, ce que j'ai fait de France. Ouais. Ah ouais. Non, ce que j'ai fait de France, c'était... Prochaine, ça va. On commence? Allez, mesdames. Alors le coup, on va le faire en deux parties. Première partie, ça va être la halachot. Ça va être moi qui va commencer avec les halachot. Et après, Myriam va continuer avec la hashkafa. D'accord? Alors c'est sur les halachot Hanouka. Donc on va replacer un peu le contexte de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Il faut savoir qu'on a eu deux temples, le premier et le deuxième. Le premier a duré 410 ans. Après, il y a eu 70 ans qu'on a appelé la Galoute de Babel, l'exode en Babylonie. Et il y a eu la construction du deuxième temple, donc 70 ans après. À cette période intermédiaire entre le premier et le deuxième temple, il y a eu à l'époque Rabbi Akiva, tous les rabbinim qu'on voit. À l'époque du deuxième temple, il y a eu les Grecs qui ont commencé à opprimer le peuple juif, jusqu'à ce que 200 ans après le deuxième temple, il y ait toute cette histoire de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Ils ont décidé donc de nous empêcher d'appliquer la Torah en nous interdisant de faire les mitzvot primordiales comme par exemple la Brit Mila, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à impurifier le Saint des Saints en mettant des idoles, etc. à l'intérieur, et que donc la famille des Kohanim et des Kohen Gadol, des Hashmonaïm, décide donc de se révolter et de dire on n'accepte pas cette chose-là, et on fait donc cette révolte jusqu'à repousser tout le peuple grec de Jérusalem. C'était donc une grande victoire. La famille des Hashmonaïm, qui sont devenus non seulement les Kohanim Gdolim, mais aussi les rois d'Israël, ont perduré ce règne pendant encore les 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple. Qu'est-ce qui s'est passé comme le miracle à Hanouka qu'on fête? Deux choses, et la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs, et le miracle de la fiole d'huile qu'on peut résumer en quelques minutes. Ils ont cherché en vérité à mettre un signe comme quoi la guerre qu'ils avaient gagnée n'était pas une simple guerre, mais qu'il y avait Akadosh Baruch Hu qui était avec eux dans cette guerre-là. Et ils ont voulu marquer un signe. Alors on sait que le signe de la présence divine dans le temple, c'est quand il y a la menorah est allumée. Quand la menorah est allumée au temple, on sait qu'il y a la présence divine qui est au temple. Donc ils ont voulu marquer cette chose-là et voir s'il y avait donc quelque chose qui allait se passer en allumant une menorah pour voir est-ce que Dieu était avec eux dans cette guerre-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont trouvé miraculeusement une fiole d'huile. Ça déjà, c'est un miracle d'avoir trouvé une fiole d'huile pure, parce que toutes les huiles étaient impures. Et même si, on va dire que dans une période où tout le monde est impur, alors on n'a pas besoin d'utiliser quelque chose de pur, malgré tout, ils ont voulu pousser plus loin, on va dire, cette notion de Messirut Nefesh, essayer de trouver vraiment quelque chose de pur. Ils ont trouvé cette fiole d'huile miraculeuse, donc on peut dire déjà qu'il y a eu une aide du ciel. Comme il y a beaucoup de rabbins qui aiment l'expliquer, le miracle, c'est pas quelque chose forcément de surnaturel qui change les lois de la nature. Ils ont voulu par exemple expliquer l'ouverture de la mer Rouge comme un tremblement de terre qui aurait créé une espèce de fosse, etc. Et c'est comme ça qu'ils auraient voulu certains expliquer l'ouverture de la mer Rouge. Les rabbinim ne sont pas opposés à cette chose-là. Le miracle, c'est quoi? C'est que ce tremblement de terre s'est passé juste à l'instant où on en avait besoin. Donc ici aussi, d'avoir trouvé une fiole d'huile, juste la seule et unique fiole d'huile qu'on avait besoin à ce moment-là, c'est ça le miracle de Hanouka. Maintenant, il faut savoir que l'huile sainte qui était utilisée au Beth Amikdash, ce n'était pas une simple huile, c'était une huile qu'ils allaient chercher à 4 jours de marche, à 2 jours de marche de Jérusalem, pour aller dans un endroit spécial où il y avait des olives d'une très grande qualité. Ils montaient à la cime des arbres, ils prenaient les olives de la cime des arbres et ils sortaient les premières gouttes de chaque olive. Et c'est avec ça qu'on faisait l'huile d'olive pour le temple. Donc c'était quelque chose de très compliqué. Ça mettait 4 jours à être fabriqué. Donc 2 jours aller, 4 jours pour fabriquer, 2 jours pour revenir, ça fait 8 jours.
Donc le temps de recevoir la nouvelle huile pure, ces petites fioles d'huile qui auraient dû durer un seul jour, a duré 8 jours. Et donc on a marqué par ça la présence divine. Et donc on comprend que la guerre que les Hashmonaïm avaient fait était avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans tous les mitzvot qu'on va faire, on va mentionner, et non seulement l'allumage des bougies, mais en plus, quand on va dire à chaque fois Al Nissim par exemple, on va mentionner la guerre qu'il y a eu, parce que ce sont les deux grands miracles. Donc en vérité, c'est ce qu'on fait à Hanouka. Maintenant, il faut savoir que la notion de 8 jours, on la retrouve, par exemple, il y avait une chose que pas beaucoup de personnes savent, c'est qu'il y avait ils avaient interdit, par exemple, la Brit Mila. Donc les Juifs faisaient la Brit Mila en cachette. Baruch haba. C'est bien ici. Donc les Juifs faisaient la Brit Mila en cachette. Donc comment ils faisaient pour dire aux autres, venez à la Brit Mila? Ben, quand il y avait un enfant qui naissait, le premier jour, ils allumaient une bougie à la fenêtre. Et puis le deuxième jour, une deuxième bougie. Et quand ils arrivaient à la 8e bougie, les gens savaient que donc c'était le jour de la Brit Mila et venaient chez eux. Donc en souvenir de ça aussi, on allume les bougies de Hanouka. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs halachot par rapport à Hanouka pour bien accomplir toutes les mitzvot. Et c'est de ça qu'on va commencer à parler tout de suite. Donc, Hanouka commence le 25, c'est le 25 qui se lève, donc ça va être quoi? Mardi soir, c'est ça? Oui. Mardi soir, donc on va allumer la première bougie. Et on va accomplir donc toutes les mitzvot qui sont la mitzvah de Simcha, de Hallel et la mitzvah de Hadlaka. Tout ça, le but étant de faire Pirsou Memissa, de dévoiler ce miracle qui peut être compris comme miracle voilé. On peut ne pas voir le miracle si on veut. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que dans la nature, Akadosh Baruch Hu, il cache le miracle, et c'est ça qu'on veut dévoiler pendant Hanouka. Donc bien sûr, c'était des jours de joie, donc toutes les lois de deuil ne s'appliquent pas. Une personne qui malheureusement sera en deuil et qui devrait par exemple aller au cimetière ou bien avant Hanouka ou bien après Hanouka, mais on ne ferait pas ni de deuil, ni de cimetière, ni de spédim pendant Hanouka. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire des séoudotes pendant Hanouka? Il n'y a pas une réelle mitzvah de faire des séoudotes. Donc les personnes qui veulent faire une séouda, ils rajouteront des livrets Torah. Et quand on rajoute des livrets Torah sur une séouda, alors ça devient une vraie mitzvah. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. Faites des séoudotes, rajoutez des livrets Torah. Il y a même un minag de faire des séoudotes halaviot. Quelqu'un sait pourquoi on fait des séoudotes halaviot à Hanouka spécialement? Non? Alors la raison pour laquelle on fait des séoudotes halaviot à Hanouka, c'est parce que il y a eu l'histoire de Yehudit. Je vais vous raconter un petit peu le contexte historique, qu'est-ce qui se passe. Holophen arrive, le roi de Grec, après avoir conquis tous les pays avoisinants, au lieu de détruire ces peuples-là, a décidé de les assujettir, et donc tous les rois sont devenus ses conseillers. Ils arrivent près de Jérusalem et ils disent, Holophen dit on va conquérir Jérusalem. Sur ce, un des rois qui a été conquis lui dit, écoute, je te conseille pas, Jérusalem, c'est pas une bonne idée. On a déjà vu pas mal de rois qui se sont cassés les dents en voulant conquérir Jérusalem. Ils ont une protection divine. Sincèrement, je te conseille pas. Lui, un petit peu orgueilleux, dit quoi, tu oses parler comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enchaîne et il le jette aux portes de Jérusalem. Les Juifs, le voyant, ce pauvre roi attaché et tout machin, lui ouvrent les bras, le font rentrer à Jérusalem, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Par reconnaissance, il leur annonce que Holophen va détruire Jérusalem dans quelques jours. Tout le monde est apeuré. Ouziaou, le roi des armées, dit voilà ce qu'on va faire. Alors, on va attendre 5 jours et voir si Akadosh Baruch Hu va nous aider ou pas. S'il ne nous aide pas, on fera la guerre. Pourquoi il était obligé de ne pas dépasser ces 5 jours? Parce qu'ils avaient fermé toutes les sources d'eau qui arrivaient jusqu'à Jérusalem. Donc ils allaient mourir de soif le temps qu'ils finissent les provisions. Ils avaient calculé pour les 5 jours. Au bout de 5 jours, si Dieu ne nous a pas aidés, on fera la guerre. Vient Yehudit, une femme juive pieuse, et dit, c'est quoi cette histoire-là? Yeshua Tachem Kerefaim, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle vient comme un clin d'œil. Pourquoi tu vas attendre 5 jours? Tu veux tester Akadosh Baruch Hu pour voir s'il va nous aider ou pas? C'est un manque de Emouna. Si tu as un manque de Emouna, alors Akadosh Baruch Hu ne nous aidera pas. Moi, ce que je vais faire, je vais partir avec ma saronne, je vais aller le voir sur Holophen. Non. Elle part avec des cruches de lait et du vin. Elle va le voir et Akadosh Baruch Hu lui fait un miracle. Il la remplit de grâce auprès de toutes les personnes qui la voient. Et elle arrive jusqu'à chez Holophen. Et effectivement, elle trouve grâce chez lui et elle lui dit, écoute, moi je veux rester avec toi, je me plais à ton contact, mais permets-moi de sortir pour faire mes prières chaque fois. Donc il lui permet, parce qu'elle a vraiment trouvé grâce à ses yeux. Donc elle allait chez lui, elle sortait, elle rentrait, jusqu'au jour où il la demande en mariage.
Et elle lui dit, mais bien sûr, comment je pourrais refuser un tel honneur de la part de mon maître? Et donc il est fou de joie, il décide de faire un grand festin, il invite tout le monde, et à la fin du festin, donc en ayant bu beaucoup de vin et en ayant bu beaucoup de lait, ce qui endort beaucoup, une fois que tout le monde est parti, il s'endort, elle prend son épée, elle lui coupe la tête, elle le coupe en deux dans la longueur, elle prend avec elle la tête dans un sac, et elle revient, parce que les gardes avaient l'habitude de la voir rentrer et sortir, donc ils n'avaient pas de problème comme ça, elle part avec son sac et la tête de Holophène jusqu'à Jérusalem, et elle monte ça à Yoshiao, à Uziaou, et elle lui dit, voilà, voilà ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. Ils prennent la tête, ils l'accrochent en haut des murailles, et quand tous les Grecs voient ça, ils sont apeurés. En vérité, ils n'ont pas vraiment vu ça. Ils appellent Holophène et il ne répond pas. À la fin, il y a un eunuque qui ose rentrer et qui le voit comme ça. Tout le monde est apeuré. Après, il voit la tête comme ça. Tout le monde, c'est la débandade, tout le monde part. Uziou part avec son armée. Et c'est comme ça qu'ils ont plus ou moins détourné les Grecs. Donc ça, c'était toute l'histoire de Yehudit. Donc ça a été fait grâce à des séoudotes qui ont été faits avec du lait. Donc en souvenir de Yehudit, on mange du lait. À Shavuot, on a une histoire de lait. Ici aussi à Hanouka, on aura une histoire avec du lait. Donc on a dit, pour revenir, on a dit, donc les lois de deuil ne s'appliquent pas. On fait des séoudotes, si on fait des séoudotes, pour que ça soit une séouda mitzvah, on fait des devar Torah à table. On a l'habitude de manger des mets lactés en souvenir de l'histoire de Yehudit. Et on allume donc les bougies. La mitzvah de Hanouka, c'est la personne qui font bien les mitzvot de Hanouka. Il y a marqué dans la Maseret Shabbat, Gemara Shabbat, page 23b, il y a marqué là-bas qu'on aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les ségoulottes avec tous les efforts qu'on fait pour essayer d'avoir des enfants qui grandissent bien, alors voilà, ça c'est vraiment la Gemara qui nous l'a dit dans cette ségoula sur laquelle on peut compter, que si on s'applique à faire la mitzvah de Hadlakat Nerot comme il faut, et ben on aura des enfants Talmidei Chachamim. Celui qui croit vraiment à ce que dit la Gemara, ben il a vraiment intérêt à donc s'investir pour cette mitzvah-là. C'est quoi la mitzvah de Hadlakat Hanouka? Quelle est l'origine de la mitzvah de Hanouka? Combien on doit allumer de bougies a priori à Hanouka? Alors en vérité, on doit allumer 8 bougies. Mais c'est quoi 8 bougies? Une bougie par jour. L'obligation est d'allumer une bougie par jour, pas plus que ça. Les autres bougies qu'on va rajouter sont des bougies de Hidour. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'en vérité, il y a 4 sortes de bougies différentes. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire c'est quoi les 4 sortes de bougies différentes qu'on a? Les rouges, les jaunes, les vertes et les rouges. Alors le shamash, c'est déjà une bougie, ok. Après, je vais vous aider une petite facile, c'est la bougie, l'allumette avec laquelle on va allumer la bougie, qui peut être aussi le shamash. Ah oui? Oui. On va rentrer dans tous les détails. Il y a la première bougie qui est la bougie de l'obligation, voilà, on va dire la première bougie qu'on allume chaque jour, une bougie, c'est la bougie de la mitzvah. Et les mitzvot de Hidour, puisque chaque jour on pourrait s'acquitter avec une seule bougie, mais on va en augmentant chaque jour. Le premier jour, une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, le troisième jour, 3 bougies. Si je prends par exemple, on va prendre le troisième jour, donc j'ai l'allumette qui va me permettre d'allumer la première bougie, donc ça fait déjà l'allumette, la bougie. J'ai les autres bougies, c'est-à-dire les 2 autres bougies, c'est le troisième jour, plus le shamash, c'est une 4e bougie. Donc c'est 4 sortes de bougies, on va voir qu'il va y avoir une sainteté différente en fonction de ces bougies-là et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bougies ou pas? On verra ces choses-là rapidement. Il faut que la Hanouka elle soit alignée et qu'il y ait le shamash qui soit un peu plus haut que les autres. Il sert à quoi ce shamash-là? On n'a pas le droit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une bougie en plus qui n'est pas nécessaire, qui est le shamash qui est un peu plus haut. Sous-entendu, il éclaire plus que les autres parce qu'il est plus en hauteur. Et à ce moment-là, si on vient en profiter de la lumière des bougies de Hanouka, en vérité, on profiterait de la bougie du shamash. Et c'est la raison pour laquelle ce shamash-là, il existe. Donc il faudra qu'il soit mis en long. On ne peut pas, par exemple, prendre un bol et mettre des flotteurs dedans et allumer chaque jour une bougie en plus. Ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ça soit chaque bougie distincte et avec le shamash plus élevé. C'est comme ça qu'on fait. Où est-ce qu'a priori, on doit poser la Hanouka? Alors, il y a un truc de Pirsum Nissa, donc la fenêtre, c'est important. Il y a, d'après la Kabbalah, il faudrait mettre la Hanoukia à la droite de l'entrée de la porte. Pourquoi? Pour que on ait la mezouza d'un côté, le mari qui rentrerait avec ses tzitzit sur lui, c'est une 2e mitzvah, et la Hanoukia de l'autre côté, ça ferait 3 mitzvot. Comme c'est marqué, Chut HaMeshulash Lo Bimera Inatek. Un fil tressé ne se brise pas facilement. Donc, c'est
La manière dont font les Mekoubalim, les Kabbalistes, ils le mettent donc en face de la mezouza sur le côté de la porte. À quelle hauteur? A priori, il faudrait l'allumer entre 3 tfachim et 10 tfachim. Quand on sait qu'un tefar c'est 8 cm, il faudrait que le début de la mèche soit entre 24 cm du sol et 80 cm du sol. Comme ça, pas plus haut que la table et pas plus bas que 3 cm. C'est le hidour mitzvah. On n'est pas obligé de faire ça. On peut simplement la poser sur la table, on peut simplement la mettre à la fenêtre. Partout on la mettra, tant qu'on ne l'a pas mis à 10 mètres de hauteur, c'est valable, donc il n'y a pas de problème. Je vous donne des etzot. Maintenant attention, si vos maris vous ont dit de faire autrement, le shalom bayit c'est le plus important. Et moi ce que j'ai dit, je m'annule complètement par rapport au shalom bayit. L'essentiel c'est d'amener cette simcha de Hanouka. Il ne faut pas que les détails techniques vous empêchent d'accomplir la mitzvah comme il faut. Donc c'est un a priori. Et si on peut faire autrement, c'est pas grave. C'est mieux à côté de la fenêtre ou à côté de la porte alors? Il y a plusieurs déotes. Ça dépend. D'abord, ça dépend. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va le voir à la fenêtre ou pas? Si je suis par exemple, je suis dans une tour et qu'en face de moi il n'y a personne qui va voir ma Hanouka, alors quoi qu'il en soit, puisque personne ne va la voir, autant la mettre à côté de la porte. Si on a des voisins Si on a des voisins en face, même si on n'a pas des voisins en face, si on n'a personne à la fenêtre, qu'on n'a pas de voisins en face, donc on va faire le Pirsum Nissa pour nous, alors autant le mettre à côté de la porte. Pourquoi à côté de la porte? Parce que la porte, en vérité, le linteau de la porte, il a une forme de chet. Chet, c'est en valeur numérique, c'est 8. Ça rappelle les 8 bougies de Hanouka, le 8e jour. On ne va pas rentrer dans la Kabbalah, mais dans les idées, comme ça, un petit peu. D'accord? Donc, maintenant, si vous avez des invités, ou si vous êtes invité, d'accord? Alors, je vais dire la halachot pour les Sfaradim. Il y a des Ashkenazim là, ici? Ashkenaz? Alors, moi, je dirais aussi pour les Ashkenazim. D'accord. Alors, après, pour les Sfaradim, il y en a 2. Hein? Ah, très bien. Alors, super. Ah, ok, d'accord, ok, super. Elle a fait l'erreur. Alors, a priori, pour les Sfaradim, si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous dormez chez la personne, ou bien c'est les gens qui viennent dormir chez vous, ils n'ont pas besoin d'allumer une autre Hanoukia et ils s'acquittent par l'allumage de la Hanoukia du Balabait. Pour les Ashkenazim, ils allumeront une autre Hanoukia. A priori, il faudra allumer dans une autre chambre que la chambre où on allume déjà la première Hanoukia, si on peut. Au niveau de la bracha, si les Sfaradim veulent aussi allumer, ils ne feront pas la bracha parce qu'ils ont déjà acquitté. Pour les Ashkenazim, ils pourront refaire la bracha, c'est dans une autre chambre. À quel moment on allume? À quel moment de la journée on allume? Sortie des étoiles. Sortie des étoiles. Combien de temps après le coucher du soleil, la sortie des étoiles? Un petit quart d'heure, à peu près. Un petit quart d'heure après le coucher du soleil, comme vous voyez dans les lois, on appelle ça les calendriers, il y a marqué coucher du soleil, vous attendez un quart d'heure après, c'est l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka. C'est Motzei Shabbat, c'est l'heure de Motzei Shabbat à peu près? À peu près ça, voilà. Et ça peut être même un petit peu avant. Parce qu'on rajoute, à Motzei Shabbat, on a l'habitude de rajouter un petit peu. Jusqu'à quand on doit allumer? A priori, non, a priori on doit allumer dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles. Et si on peut pas? Si on peut pas, on pourra allumer jusqu'au lever du jour. D'accord? Donc, comme ça. A priori, alors donc, maintenant autre chose. Une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut pas. Par exemple, moi je sais qu'un des jours de la semaine, jeudi donc prochain, je vais devoir travailler très tard, jusqu'à peut-être 10h du soir. J'arrive à 10h du soir, les enfants ne sont pas là où ils dorment, les voisins, il n'y a plus personne. Comment je vais faire? Je délègue ma femme qui va allumer à ma place. Alors maintenant ça, je le dis, moi je fais ça maintenant, je sais que... Je sais qu'il y a des maris qui sont très pointilleux, qui préfèrent eux-mêmes allumer, quitte à attendre un peu plus tard, et que d'allumer, c'est pas grave, on peut le faire. Dans la mesure où il y aura le mari et la femme qui sont là, donc il fera Pirsum Nissa pour son conjoint, et sa conjointe, et ça marchera aussi. Je dis ce qu'il y a a priori, ce qu'il y a a posteriori, les embêtez pas, quoi. C'est-à-dire, souvent les maris ont du mal à accepter que leur femme fasse une mise à leur place. Bon, je peux comprendre, c'est encore... Mais s'ils sont d'accord, pourquoi c'est mieux. D'accord? Donc maintenant, alors, on n'aura pas le droit de manger une demi-heure avant l'allumage des bougies. Qu'est-ce qu'on appelle manger? On appelle manger faire une séouda en mangeant
kabetza de pain. D'accord? Donc faire un vrai repas avec du pain, etc., on ne pourra pas. Celui qui veut manger une pomme, qui veut manger un petit truc, boire quelque chose ou quoi, avant l'allumage des bougies, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est juste s'installer à table pour faire un vrai repas, de peur on oublie la mitzvah, ou bien qu'on la déconsidère en disant, bon, moi je suis en train de manger, on verra la mitzvah de passe après. Donc c'est la raison pour laquelle une demi-heure avant, on s'arrête. En vérité, on se prépare. C'est une préparation. Il faut comprendre. Bien, elle va vous expliquer un petit peu c'est quoi la préparation, on va dire psychologique, spirituelle qui se cache autour de la mitzvah de Hanouka. C'est une petite demi-heure où on va pouvoir éteindre les téléphones et se consacrer à une introspection réelle. C'est une mitzvah importante. C'est difficile pour nous de faire ça. Mais justement, on doit faire cet effort-là. De la même manière qu'on arrive à le faire pendant le Shabbat, cette petite demi-heure-là, ça serait important de le faire. Et d'ailleurs, on verra que plus les femmes que les hommes ont une interdiction de travailler à ce moment-là. Donc la demi-heure qui suit la sortie des étoiles, cette demi-heure-là, une femme qui serait au travail devrait s'arrêter de travailler pendant une petite demi-heure. Par rapport à son boss. Par rapport à son boss, elle lui explique, c'est Hanouka, c'est une fête juive, j'habite à Jérusalem, laisse-moi une petite demi-heure, on prend après. En route, ça l'arrête, c'est pas... Ils leur expliqueront, qu'est-ce qu'on peut faire. À nous, sera Hamana Patra, mais s'il n'y a pas d'autres possibilités, on fera comme ça. Hein? Non, de Gezel à chaque fois. Là. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire les choses en cachette en disant pas à son patron je travaille pas parce que machin, c'est du vol. Du vol. J'ai raté le truc, on ne peut pas finir de travailler après allumer. On peut. Mais mal. Non. La demi-heure pendant laquelle on s'arrête. C'est la demi-heure pendant laquelle on allume. D'accord. Ok, donc. Tu peux finir de travailler. Tu finis le travail, tu rentres chez toi, tu allumes, au moment où tu allumes, tu machin. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Donc on a dit. Shabbat. Veille de vendredi. Comment on va faire pour l'allumage des bougies de Hanouka à vendredi? Alors. Il faut savoir que les bougies de Hanouka doivent être allumées pendant une demi-heure, après la sortie des étoiles. Alors la sortie des étoiles, c'est un quart d'heure, on a dit, après le coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, on n'a plus le droit d'allumer des bougies, donc il faut allumer avant. Combien de temps avant? Un quart d'heure avant. Donc si je prends un quart d'heure avant le coucher du soleil, à partir d'un quart d'heure avant le coucher du soleil, du coucher du soleil à la sortie des étoiles, il y a encore un quart d'heure. Et puis il faut que ça soit allumé à partir de la sortie des étoiles une demi-heure, donc ça me fait en tout une heure. On est d'accord? Tout le monde me suit? Donc il faut, quand on met de l'huile dans l'allumage des bougies de Hanouka, que cette huile-là puisse tenir une heure. Par quelle mitzvah on commence? On commence par la mitzvah de Hanouka, et après on continue par la mitzvah de l'allumage des bougies de Shabbat. Si maintenant on est super en retard, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de personnes, ça arrive, on le sait, donc on préfère préparer à l'avance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le mari arrive, il allume les bougies de Hanouka, tout le monde est en stress, tout le monde est pressé, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si ça arrive, il allume les bougies de Hanouka, il allume la première bougie de Hanouka, directement sa femme peut enchaîner et ne pas attendre qu'il ait tout allumé et de dire Anerot Alelu, etc. Elle pourra déjà allumer les bougies de Shabbat et lui continue à allumer ses bougies de Hanouka. Elle aura fini d'allumer ses bougies de Shabbat de ce côté, lui les bougies de Hanouka de l'autre côté. Ils diront ensemble Anerot Alelu et on commencera Shabbat en chantant et tout le monde sera content. Atachem. En ce qui concerne les huiles, les mèches, etc., qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Alors a priori, la vraie mitzvah, c'est d'allumer. Oui. Une question par rapport aux bougies de Hanouka. Normalement, on est censé rester une demi-heure devant. Non. On n'est pas obligé de rester une demi-heure devant. La demi-heure dont tu parlais tout à l'heure. La demi-heure dont je parlais, c'est de ne pas faire de travail, ce qu'on appelle un travail. Si tu veux maintenant faire des souvgaines, tu les as regardés, c'est bon, ça suffit, tu n'as pas besoin de rester en train de regarder des bougies pendant une demi-heure. Oui, alors après, ok, mais là on est en train de parler d'un cas de force majeure, on est en retard à la dernière minute, on doit allumer, etc. Comment on fait? On va pas te mettre le Shabbat, on va pas attendre la demi-heure. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, on pourra pas. Parce qu'en plus, on allume les bougies de Shabbat, mais exactement. Elle est dehors. Donc, c'est pas grave, on n'est pas obligé de rester dehors. Non, il n'y a pas une nécessité de rester devant les bougies pendant une demi-heure. Il y a une nécessité de ne pas travailler pendant une demi-heure. Mais pas de rester à regarder les bougies pendant une demi-heure. Les personnes dehors. Ouais, c'est ça. Et donc c'est comme ça qu'on fera. Au niveau des... avec quoi on allume? Alors on allume, a priori, le mieux, c'est de l'huile d'olive. Celui qui veut faire le super hidour, il achète une bouteille d'huile d'olive qui fait 650 centilitres. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi et comment. Il y a un calcul spécial qui est fait. Si on peut acheter une bouteille et faire comme ça, c'est le top du top hidour musa.
Pas tout le monde fait ça, je vous donne des informations uniquement. Après, le deuxième niveau de hydromitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Troisième niveau, c'est d'allumer avec de l'huile qui ne serait pas de l'huile d'olive. Quatrième niveau, ça serait d'allumer donc avec des bougies de paraffine. Alors, mais en vérité, toutes les huiles sont cachères, toutes les mèches sont cachères pour allumer. Tant que ça s'allume, c'est bon. D'accord? Pas comme Shabbat. Shabbat, on dit liquide, avec quoi on a le droit d'allumer, pas le droit d'allumer, parce qu'il y a certaines mèches ou certaines huiles qui vont faire des fumées qui peuvent déranger, etc. Là où qui vont mal s'allumer, on a peur d'en arriver à toucher. Au niveau de... On met en mode avion, comme ça marche pas. Au niveau de Hanouka, il n'y a pas ce problème-là, donc toutes les huiles et toutes les bougies sont cachères. À quel point c'est cachère? Au point que si on prenait par exemple de la graisse de porc pour allumer des bougies de Hanouka, ça serait cachère. D'accord? Donc même des choses qu'on n'aura pas le droit de manger, on aura les utiliser pour les bouts de Hanouka. Tout ça pour vous dire, n'allez pas vous bagarrer ou dépenser beaucoup d'argent pour aller essayer de trouver un truc avec des badats, etc., tout pour les bougies, l'huile des bougies, c'est pas nécessaire, c'est des khumot. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut faire les khumot. Il y a d'autres endroits où on peut les faire et c'est important de les faire, pas à ce niveau-là. Donc on a dit qu'on ne devait pas profiter des bougies, là on l'a déjà dit. Il faut savoir ce qu'on appelle, il y a une notion qu'on appelle adlaka au mitzvah. C'est quoi adlaka au mitzvah? C'est au moment où j'allume la bougie, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'adlaka soit cachère, l'allumage soit cachère. Par exemple, si j'allume les bougies dans un endroit où il y a du vent et que je vais allumer, ça va s'éteindre, je suis pas quitte de la mitzvah, même si je rallume à chaque fois après. Ou si j'allume et que je sais que c'est un endroit qui est potentiellement venteux, et qu'il y a un moment après un du vent qui va arriver, même au départ je suis pas quitte quoi. Si j'allume la bougie par terre, je sais pas le droit, on a dit qu'il fallait 3 tfachim minimum, et si j'allumais par terre et qu'après je pose la Hanouka sur la table, je suis pas quitte non plus, parce qu'au moment de l'allumage c'était pas cachère. Donc il faudra que j'éteigne, je pose un endroit cachère et que je rallume. Donc il faut que toutes les conditions, si par exemple j'ai pas mis assez d'huile et que ça peut pas durer au moins une demi-heure, c'est le minimum, une demi-heure. Je ne pourrais pas mettre de l'huile avec qui s'allume un quart d'heure, et une fois que c'est allumé, je rajoute encore un peu d'huile. Je ne serais pas quitte non plus. D'accord? Donc il faut à tout prix que toutes les conditions soient réunies au moment où j'allume la Hanoukia. Donc parce qu'on appelle ça Adlaka au mitzvah. Alors on la déplace pas une fois qu'on l'a allumée. On la laisse à l'endroit. On la déplace avant. Une fois que tu as trouvé l'endroit qui lui convient, tu l'allumes à cet endroit-là et on ne la déplace plus. Par contre, une fois qu'on a allumé pendant une demi-heure, on peut éteindre la Hanouka, il n'y a pas de problème. Une fois que la demi-heure est passée, vous voulez éteindre les mèches, vous avez le droit. Vous voulez le lendemain rallumer les mêmes mèches, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de sainteté spécifiques qui sont liées à ces mèches-là ou ces choses-là. Vous pouvez éteindre, par exemple, vous êtes invité Shabbat, mais vous voulez allumer chez vous avant, par exemple, et vous avez peur de laisser la Hanouka allumée, tant que vous n'êtes pas là à la maison, vous avez peur que ça brûle. Vous attendez de la petite demi-heure, vous éteignez, vous rentrez chez vous, vous partez, et vous pourrez même réutiliser les mêmes mèches pour le lendemain, il n'y a pas de problème. Pas de... c'est Shabbat. Hein? Faut éteindre pendant Shabbat. On parle pour les Sfaradim qui auraient pu faire rentrer, ou Hashemim, qui auraient fait rentrer Shabbat beaucoup plus tôt. D'accord? Et c'est pas encore Shabbat, ils veulent partir quelque part d'autre. Ils allument les bougies. Exemple, hein, ça pourrait être même un jour de semaine. Alors, c'est vrai que c'est que Shabbat, c'est pas compliqué. Un jour de semaine, je vais sortir, je sais pas, on va aller à un mariage, un truc, voilà. Donc, voilà. C'est vrai que Shabbat, ça peut pas dans le truc. Ah oui, alors, il faut savoir que, comme on a expliqué, il y avait plusieurs niveaux de sainteté au niveau des bougies. Il y a la première bougie qui est la bougie de la mitzvah. Il y a les autres bougies après qui sont les bougies du hidour mitzvah. Et il y a le shamash. En général, on allume un shamash, on allume une bougie qui va servir de shamash en même temps, et on allume toutes les bougies. Maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser une bougie qu'on a allumée pour allumer les autres bougies. C'est-à-dire si par exemple la première bougie je l'allumais, je ne vais pas pouvoir, mon shamash s'est éteint, je vais rallumer le shamash avec pour pouvoir allumer les autres bougies. Je ne pourrais pas, parce que ça c'est une bougie de mitzvah. Donc je ne pourrais pas utiliser la sainteté de la première bougie pour allumer les autres bougies qui ont moins de sainteté qu'elle, et a fortiori le shamash qui n'en a aucune. D'accord? Donc on rallumera le shamash séparément pour allumer les autres bougies. Qui est tenu de la mitzvah? Les hommes, comme les femmes, sont tenus à partir de la bat mitzvah ou de la bar mitzvah. Donc tout le monde est tenu cette mitzvah-là. Chacun a une lasagne? Non, comment on a expliqué, une Hanoukia pour les Sfaradim, une Hanoukia pour toute la famille. Même s'il y a des invités qui dorment chez toi, tu les acquitteras, ou ton mari les acquittera. Mieux que ça, vous avez des enfants qui sont à la yeshiva, qui sont à l'armée, voilà, nous on en a 2 à l'armée par exemple, ils ne seront pas là à Hanouka. En allumant à la maison, on les acquitte de la mitzvah de Hanouka à l'armée. Et donc ils n'auront pas besoin d'allumer à l'armée. Et s'ils allument à l'armée, ils ne pourront pas faire la bracha. Ce sera bracha levatala parce que moi je les aurais déjà acquittés.
D'accord? Donc même les invités qui viendraient et dormiraient chez vous, par exemple, ils n'auraient pas besoin d'allumer la Hanouka, vous les acquitterez. Vous mariez, ça veut dire que si on a un mari qui voyage et qui allume, où il est. Non. Mais moi je suis obligée d'allumer. C'est le contraire. Si ton mari voyage, c'est toi qui es d'allumer à la maison, parce que la mitzvah elle est à la maison. Elle est pas, la mitzvah n'est pas sur ton mari. Elle est ishubeto, c'est dans sa maison. Donc toi tu allumes à la maison et par ça tu la quittes. Tu penses à lui, tu penses à la quitter. Même si tu n'as pas pensé, tu l'as quitté quand même. Mais je suis sûr que tu penseras à lui. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Si on va à l'hôtel, eh ben on est embêté. Si on va à l'hôtel, on est embêté, eh ben on allume dans la chambre d'hôtel, s'ils nous permettent. Sinon, on s'acquitte par l'allumage de l'hôtel lui-même. À moins qu'il y ait quelqu'un chez toi à la maison qui puisse acquitter et vous acquitter. Et non quand on rentre... Non, pardon, si moi je suis à la maison mais que mes enfants rentrent, mes enfants sont grands, rentrent tard, vaut mieux que j'allume moi d'abord et mes enfants allument après, ou vaut mieux attendre que tout le monde le vaut mieux que toi tu allumes avant et qu'ils allument après. Comme ça, il y a au moins une personne qui allume à temps, c'est Lucien Idorluza. C'est quoi les brachot qu'on fait? Combien de brachot il y a? Premier jour 3. Deuxième jour 2. Ok, c'est quoi les brachot? Dans l'ordre, c'est quoi? L'adlik, Shasanissim, Shechianu. L'adlik, Shasanissim, Shechianu. Une personne, alors ça c'est pour les Sfaradim aussi, parce que les Shasanissim, ils ont un petit tort, pour ça c'est bon. Si maintenant on a allumé les bougies et qu'on a oublié de faire les brachot, ben c'est embêtant, parce que si vous avez mangé un bonbon et que vous avez fini de le manger, vous ne pouvez pas faire shakol dessus après, quoi. C'est l'ADN des Sfaradim. Pour les Ashkenazim, non. D'accord? Donc si on a fini d'allumer les bougies, on ne pourra pas faire la bracha. De quelle bracha on parle? On parle de la bracha de l'allumage, de l'adlik. Mais les autres bénédictions, chez Hasanissim et chez Shechianu, on pourra les faire malgré tout. Les Ashkenazim pourront faire l'adlik, puisque eux, même pour Shabbat, par exemple, ils ont l'habitude d'allumer et de faire la bracha après. Donc ce sera la même chose pour Hanouka. Ok? Excusez-moi, pour Shechianu, il a dit on peut le faire même si on a oublié. Mais est-ce qu'il faut qu'on pense à quelque chose de nouveau? Non. Sur la fête, c'est le même, sur la mise sur la Hanouka. Il n'y a pas une nécessité de faire la bracha de Shechianu avant. Quoi d'autre? Le Maotsur, on est obligé de le chanter en entier? Faut le chanter? C'est une obligation, le Maotsur? Maotsur, non, c'est un minag. Pas obligé de le chanter. Il y a plein de trucs. Nous, on dit plein de trucs avant, plein de ségoulottes. Moi, les pauvres, je les tue chaque année. Je fais les cavalottes du rachat. Chaque bracha dure un quart d'heure. C'est chaque Hanouka, c'est une histoire entière. Je n'ai pour 2 minutes par mot. Bon, c'est pas grave. De quelle manière on allume? Alors, on commence par la droite. Premier jour, on allume la bougie qui est entièrement à droite. Deuxième jour, on fait gauche-droite. Troisième jour, gauche, droite, droite, etc. Vous avez compris comment ça marche? Je n'ai pas besoin de vous montrer. C'est pas difficile. Alors, tu as la Hanoukia. Tu es en face de la Hanoukia, tu allumes la bougie de droite. Tu allumes la bougie ici. À droite, voilà. Deuxième jour. Celle-là et celle-là. Gauche, droite. Et quand on les installe, on l'installe comment? Tu l'installes sur le côté droit de la Hanoukia au fur et à mesure. La première et la dernière, après les 2 premières et puis la dernière. Quand on les met, au moment où on les met, on peut les mettre comment? Quand on les met avant les allumer. Celle de gauche. On commence toujours par celle de gauche. Donc on va. On s'approche vers la droite en fait. Voilà. Ok, je recommence. Comment on va le faire? Voilà, je vais vous faire la scène, ça va être facile. Regardez, on va le faire pratique. Voilà, j'ai une Hanoukia qui est, je reste avec vous. Une Hanoukia qui est là. Premier jour, la Hanoukia est ici comme ça. J'allume le premier jour. On va la faire comme ça. Voilà, on va le faire. La Hanoukia est là. Premier jour, j'allume celui-là. Deuxième jour, j'allume celui-là. Et après celui-là. Troisième jour, celui-là, celui-là et celui-là. Quatrième jour, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, etc. Et à la fin, le shama, je le mets où il y a sa place. Des fois, il est là, des fois, il est là, des fois, il est là, peu importe. D'accord, donc on est bon? Quoi d'autre? Donc, on a dit qu'on a quitté les autres personnes, etc. Dans chez nous. Donc, on a eu veille de Shabbat, on a expliqué. Motzei Shabbat, comment on fait? Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, on fait la Havdalah et après, on allume la Hanoukia. Donc, Havdalah avant, Hanoukia après. Et ce qui sera contraire à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens les sauvent après, donc on les coince avec la Hanouka. Donc pour ceux qui font Rabbeinu Tam, donc qui font finir Shabbat 1h12 après le coucher du soleil, et ben à Hanouka aussi, ils attendront 1h12 après le coucher du soleil et ils allumeront la Hanouka. On va finir avec les prières de Hanouka. Donc dans la Hamida, quand on arrive à Modim, on dit Ve'a l'anissim, pas Alanissim, Ve'a l'anissim, le Rabbi le dit comme ça.
Et si on a oublié de le dire, tant qu'on n'a pas fini la bracha de Modim et qu'on n'a pas mentionné le nom de Dieu, on peut recommencer et dire Valanissim. Si on a dit le nom de Dieu, on finit la bracha, on ne se reprend pas. Et à la fin de la Hamida, si on veut, on n'est pas obligé, on pourra dire Modim Anarnoular, Alanissim, Valaniflot, etc. Et on redira tout le Noussar de Hanouka. Mais ne recommencez pas la bracha si vous avez oublié. D'accord? Ça c'est pour la Tfila. Birkat Amazon, on va finir avec ça. Dans Nodé, on dit Alanissim. Si on a oublié aussi dans le Birkat Amazon de Nodé, tant qu'on n'a pas fini la bracha, qu'on n'a pas dit le nom de Dieu à la fin de la bracha de Nodé, donc il y a la deuxième bracha du Birkat Amazon, on pourra reprendre. Si on a dit le nom de Dieu, on finira la bénédiction et on pourra dire Alanissim dans Arachaman. Et on dira Arachaman, Yaselanu Nissi, Beniflot, que moi, Shasa, la Boteno, Baïmahem, Baïzmanazé, Benin, etc. En ce qui concerne le Hallel, les femmes sont pato. Si elles veulent le dire, elles peuvent le dire. Elles ne feront pas la bracha, même les Ashkenaziotes ne feront pas la bracha du Hallel. Pour quelle raison? Parce que les femmes Ashkenaziotes font les brachot, même quand c'est une mitzvah positive qui est déterminée par le temps. À quelles conditions? À condition que cette mitzvah-là soit accompagnée d'une action. Alors le Hallel, il n'y a pas d'action, donc si elles veulent le dire, elles le diront, même sans bracha. Voilà. C'est-à-dire les femmes qui sont à l'œil du temps. Mitzvah tassé, Shazman Grama. Une mitzvah positive déterminée par le temps. Par exemple, le loulav. Okay. C'est une mitzvah qui est positive, c'est une mitzvah assez, c'est pas une interdiction de faire quelque chose, c'est une mitzvah positive. C'est déterminé par le temps. On ne fait pas la mitzvah de loulav n'importe quand, on fait seulement à Sukkot. Donc les femmes ashkenaziotes, parce qu'elles font cette mitzvah positive déterminée par le temps, feront la bracha sur le loulav. Tandis que les sfaradiotes ne feront pas la bracha. On va loulav les femmes. Si. Elles peuvent. On fait une fois, mais elles peuvent. Voilà. Et l'ashkenaziote, elles peuvent faire même la bracha. Ouais. Et mais c'est accompagné d'une action. Tandis que si c'est une mitzvah qui n'a pas d'action, même les ashkenaziotes ne pourront pas faire la bracha. C'est le cas par exemple du Hallel. Hallel en entier ou pas? Hallel en entier, en tout cas. Et on fait aussi la Nessim dans la Mida. Dans la Mida, dans Modim, ce qu'on a dit. Dans la Mida, on fait Alanissim. Et dans le Birkat Amazon, dans la Mechia, il n'y a pas de Alanissim. Question. Si on n'a pas le temps de faire le Hallel le matin, ouais. Est-ce qu'on peut le faire toute la journée, sans aucun problème. Jusqu'au coucher du soleil? Ouais, il n'y a pas de problème, aucun problème. Comme on fait Belbracha, ouais. Même avant. Après le coucher du soleil, c'est pas terrible de dire le Hallel parce que c'est des Teilim. Donc les Teilim, on les dit pas la nuit. Comme il n'y a pas d'obligation et qu'il n'y a pas de mitzvah imposée pour le Hallel, après le coucher du soleil, on a l'habitude de ne pas dire. Après, si on s'est trompé dans le comptage de l'allumage, on s'est trompé. Ouais. On reprend comme si c'était le même jour. On a fait n'importe quoi, on a allumé une en plus. Ouais, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tu allumeras le lendemain. Le jour qui est, si le troisième jour tu allumé 4 bougies, le quatrième jour tu allumeras aussi 4 bougies et tu continueras 5e jour, 5e. Non, dans la mesure où tu as allumé. La bracha, c'est d'avoir allumé. Si tu n'avais pas allumé, tu avais fait une bracha, c'est bracha latala. Ouais, tu as rajouté en plus, c'est pas très grave. Moi j'ai une question. Nous on est Sfarad et les enfants ils ramènent chacun leur Hanoukia du GAN. Okay. Est-ce que ça va s'ils allument aussi leur Hanoukia sans la bracha? Aucun problème. Aucun problème. Si c'est des petits enfants, ils peuvent même faire la bracha. Même si c'est des petits enfants, bien sûr. Non seulement ils pourront allumer, mais en plus ils pourront même faire la bracha. C'est pour les Shem Chinour, ils pourront allumer. S'ils sont déjà bat mitzvah ou bar mitzvah, ils pourront pas faire la bracha parce que ce serait une bracha levatala. Mais pour les petits enfants, pour les éduquer, c'est super. On peut même faire pour les enfants, leur permettre, le mari par exemple allumerait la première bougie qui est la bougie d'obligation et les autres bougies pour les autres jours, les 7 jours, etc. On pourra laisser aux enfants allumer, il n'y a aucun problème. Ouais. Ah, c'est pas le mari qui doit tout allumer? Non. Maintenant si le mari il veut. Non, je sais, moi je me rappelle comment j'étais au début du mariage, j'étais un petit peu un peu trop sfarad, on va dire, un petit peu phallocrate et tout. L'idée même ne me serait pas passée par la tête qu'un enfant ou ma femme puisse faire. Bon, j'ai changé depuis. Voilà, donc mais il faut essayer de préserver un petit peu vos maris, quoi. Et les beignets alors? Ah, les beignets, c'est une mitzvah, l'huile qui brûle pendant 8 jours, c'est. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, comment on peut expliquer aux enfants la mitzvah de Hanouka, ce miracle de l'huile qui a brûlé 8 jours? Et ben on peut leur dire, essayez de brancher votre téléphone un jour et la batterie reste marcher pendant 8 jours, c'est à peu près le mitzvah de Hanouka. Voilà, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer au côté Ashkafa. Ouais, Myriam, c'est à ton tour. Voilà, merci beaucoup.
Attends. Il faut un nouveau dossier. Juste le micro. Arrêtez. Toiv, Attends. je suis là. Je t'attends. Et on est reparti. Tov, alors d'abord merci, Khazak. Léa, merci beaucoup, vraiment pour ton accueil toujours aussi chaleureux, toujours aussi partante. Ça t'amène que des brachot. Une petite fille, Bezrat Hashem, en bonne santé, Bezrat Hashem. Voilà, donc merci pour tout se concentrer dans la chod. Mazel Tov parce que c'est ton anniversaire aussi. Donc voilà. Alors vas-y, mais bon, quand même. C'est vrai, cinquième bougie de Hanouka, il doit être un peu tunisien, mais bon, c'est pas grave, cinquième. Un petit peu, sa mère elle a dû préparer le coup là. Ok, alors je vais expliquer un petit peu la Hashkafa de Hanouka. Alors je sais que tu étais la semaine dernière et toi aussi tu étais la semaine dernière, Nachon. Donc il y a sûrement des notions qui vont revenir de ce qu'on a expliqué, mais de toute façon on peut réécouter, parce qu'avec on puisse vraiment les appliquer. Sarah, tu habites toujours à... Non. Vas-y, hein. Je veux pas. T'es toujours à Jérusalem, Sarah, ou... T'es à Jérusalem ou t'es venue de... C'est Shabbat chez ma mère, j'ai vu l'annonce, mais je viens. Kolakavad, hein. T'es plus sur les groupes, toi? T'es plus sur les groupes? Si. Ah, t'es sur les groupes, ok. J'ai Ouais. vu l'annonce, j'ai dit bah écoute, je viens. Kolakavad, franchement, t'habites à Ashkelon, non, ça? Toujours à Khoulon. À Khoulon, c'est là tu repars à Khoulon après? Khazak, vraiment. Ok, alors par rapport à la Hashkafa de Hanouka, alors c'est quoi ton prénom? Myriam, tu posais une question par rapport à la demi-heure. C'est-à-dire au niveau ilchatique, il n'y a pas de rester devant la Hanouka à regarder. J'ai expliqué la semaine dernière, en plus on a la douda de rester à regarder comme ça la Hanouka sans rien faire. Surtout les femmes, on ne peut pas. Et puis il y a toujours quelque chose de très important à faire. C'est au niveau hashkafatique, en fait, c'est quoi cette demi-heure de rester là? C'est les hitbonen. C'est s'asseoir et réfléchir et penser en fait, observer un petit peu son mari, ses enfants, Hanouka, ils se sont arrêtés le 25, ils se sont posés. On est toujours dans une course effrénée dans la vie, on court, on ne sait pas après quoi. Et en fait, la Torah, les Chachamim, les fêtes, elles nous invitent en fait à se poser et à réfléchir par rapport à notre vie. Si en fait, on sait très bien que le Yitaron du Rocher, le plus de l'obscurité, c'est qu'après on peut plus apprécier la lumière. On ne la veut pas a priori l'obscurité, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça, et veille or, veille Rocher. D'ailleurs, c'est qu'après l'obscurité, on apprécie beaucoup plus la lumière. Et en vrai, tout le lien de Hanouka, le message très fort de Hanouka, il y en a plusieurs. Un sur lequel j'aurais voulu parler ce soir, c'était le titre du cours, Stop à la tyrannie du « ce n'est jamais assez ». On n'est jamais assez bien, ni dans notre couple, ni dans notre éducation, ni dans ce qu'on fait, ni dans notre avodat Hashem. On est toujours en train de nous tyranniser au fait que il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus. Et il y a des fois, on se fatigue parce qu'on fait ce qu'on peut. Et je pense que chaque personne... Alors c'est vrai que parfois on pourrait faire plus, c'est évident. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, pendant 8 jours, je vous demanderai, la preuve, c'est qu'à Hanouka, il n'y a pas une mitzvah spécifique à part de la Kat Nerot. On continue dans notre quotidien. La journée en elle-même, elle n'a rien de particulier. C'est pas comme Rosh Hashanah ou comme Kippour où on fait rien de particulier, sauf cette demi-heure, on va s'arrêter, on va allumer les bougies de Hanouka, on va manger des sougagnottes, on va prendre quelques kilos en chemin. Et voilà, quoi. Mais à part ça, il n'y a rien de particulier, quoi. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, il dit, ben voilà, je ne demande rien de particulier, parce que cette fois, comment on allume la bougie de Hanouka, on se penche vers elle. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est le geste qu'il fait vers nous. C'est-à-dire que parfois, quand on est en galoute, j'ai vu plein de messages circuler, après le fait que Trump, il ait dit que Yerushalayim, ça serait Yerabira, les gens ils sont rentrés en grosse panique, il faut prier, ça va être la catastrophe. C'est pas du tout la catastrophe, c'est l'enchaînement de la Géoula, mais ça pouvait pas être plus beau que ça. Alors évidemment, on s'angoisse, qu'on se dit, les Arabes, ils vont se déchaîner, etc. Mais c'est le processus de la Géoula, et ça en fait partie. C'est comme quand Rabbi Akiva, il a vu le Beth Amikdash qui a été brûlé, ils se sont tous mis à pleurer, lui il a rigolé. Alors ses élèves lui ont dit, pourquoi tu rigoles, tu devrais pleurer. Il dit non, qui tient techaresh, c'est-à-dire il va être reconstruit. Ça fait partie de la prophétie, donc c'est normal. Et en vrai, on sait très bien que celui qui tire les ficelles de là-haut, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que Trump il a ouvert sa bouche que les choses elles vont être différentes, ou elles vont être mieux, ou elles vont être moins bien. D'ailleurs, c'est ce que j'allais expliquer, c'est le lien du Sévivon. Pourquoi le Sévivon, ça ressemble à quoi en vrai?
le petit bout là qu'on fait tourner, ça ressemble à la terre qui est ronde. Et en fait, pour nous rappeler Nes Gadol Ayapo, Nes Gadol Ayasham, c'est Kadesh Baruch Hu qui tire les ficelles de là-haut. En fait, c'est lui qui fait tourner le monde là-haut. Trump, c'est qu'un intermédiaire. Obama, c'est un intermédiaire. Macron, c'est un intermédiaire. Tous ces gens-là, ce sont des intermédiaires. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Je risque de me faire allumer en 2 secondes là. Mais en vrai, d'arriver à comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vraiment tirer, qui tourne le Sévivan de là-haut et nous rappeler un petit peu à l'ordre. Mais j'avais expliqué la semaine dernière justement que pendant cette demi-heure là, en fait, le Inyan c'est quoi? C'est de regarder son mari, ses enfants et son soi-même d'une manière différente à la lumière de la bougie. Quelle bougie? Celle qui est à l'intérieur de nous, pas celle qui est à l'extérieur. J'ai expliqué dans une des capsules que j'ai envoyées que moi je sais que quand j'étais petite, et vous aussi d'ailleurs, on nous a toujours dit quotient intellectuel, c'est le plus important chez une personne, combien une personne elle est intelligente au niveau de ses maths ou sa physique ou ses trucs, etc. Et puis si t'es pas bonne dans une matière, et ben t'es foutu quoi, c'est-à-dire que t'es pas très intelligente. Il y a une autre émotion qui s'appelle l'émotion, l'intelligence émotionnelle, le QE. D'accord, il n'y a pas QI, mais QE, le quotient émotionnel. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est comment on est Menaël. On dirige notre vie au niveau émotionnel avec les gens. Parce que même si tu es très forte en maths, si j'arrive pas à avoir une sikha normale, une conversation, une communication normale avec mon mari ou avec un enfant et je m'emporte au quart de tour, alors c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous invite à nous poser. On sait que la fête de Hanouka, c'est Chinour, la chaîne Chinour, c'est avec le hé dedans, c'est-à-dire que si je ne rentre pas à Kadosh Baruch Hu dans mon éducation, dans mon moi, dans ma vie, ben ça fait Hanouk, je me sens étouffée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque dans mon quotidien. Et en vrai, cette demi-heure-là, c'est de me poser et d'observer à nouveau, sans chercher la lumière extérieure, des canyons, des habits, des restaurants, des hôtels. Vas-y, kiffe. T'as le droit de kiffer, ma chérie. Non, vas-y, kiffe. Non, mais kiffe juste, la lumière, elle est à l'intérieur. Dans la chambre d'hôtel avec ton mari et tes enfants. La lumière, elle n'est pas à l'extérieur. À Kadosh Baruch Hu, il dit toute l'année, on va chercher à l'extérieur. Et Hachem, en vrai, il nous dit asseyez-vous, c'est bon, sachez que je vous aime comme vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, dans notre galou dans laquelle on vit actuellement, il y a des fois, les gens ils disent mais qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Et il y a des fois, tu n'as pas la force de prendre encore quelque chose de nouveau sur toi. À Kadosh Baruch Hu, il dit mais les choses que tu fais déjà, tu peux juste les faire avec un peu plus de kavana, avec un peu plus de ahava, plus d'amour, et avec un peu plus de simcha, avec un peu plus de joie. C'est ce qu'on appelle kiesh. C'est cette flamme qu'on allume à Hanouka. Hachem il dit ce que je veux, c'est même parfois une mitzvah, mais fais-la de tout ton cœur. Évidemment qu'on doit faire toutes les mitzvot. Est-ce que je vais allumer ma bougie de Hanouka parce que j'ai pas le choix? Ou parce que, Baruch Hachem, j'ai le sroud d'être encore là cette année et de pouvoir allumer encore cette Hanouka, mais de quelle manière je vais l'allumer? Est-ce que je vais regarder mon mari comme si, comme j'avais déjà donné un exemple, une fois on était sortis et je l'ai regardé, il me disait des trucs bizarres et je lui ai dit, je me suis mis en mode chidour, comme si je te connaissais pas, il me dit encore beaucoup des trucs bizarres comme ça. Ou une fois on était en pleine conversation et je sentais que ça commençait à chauffer. D'un coup, mais essayez d'ailleurs, c'est très sympathique. Et à un moment j'ai fait, il me dit, bah, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, c'est bizarre comme. Qu'est-ce que t'as? En général, je sentais que ça chauffait, donc j'ai voulu désamorcer le truc. Je sais pas, préviens quoi. Je lui dis, bah attends, si je préviens, c'est. Et après, tu sais plus où t'en es. Je l'ai fait avec mon fils aussi de 22 ans. C'est-à-dire, on était en train de parler, je sentais que ça chauffait un petit peu. De faire des trucs qui, hop, ça va casser un petit peu ce truc-là. Et en vrai, d'observer, de s'observer nous-mêmes et observer son mari, observer ses enfants, observer ce qui nous entoure en fait, comme pour la première fois, comme si qu'on n'avait jamais vu, comme si qu'on ne connaissait pas. Parfois tu dis non mais c'est bon, après 15 ans de mariage, après 20 ans de mariage, après 5 ans de mariage, je vais regarder quoi comme pour la première fois. Kadosh Baruch Hu il dit ici, à la lumière de cette bougie-là, essaie de voir en fait les choses qui t'entourent et sur lesquelles tu peux remercier justement. Et en vrai, c'est quoi le juif de Hanouka? C'est celui qui va aller à l'El ou l'Éodot pendant 8 jours. C'est le Maharal, il me semble que c'est le Maharal, il dit justement, c'est pendant 8 jours, celui qui se plaint pas, les chlal, c'est pas facile. Hein. C'est pas tout le mois qui se lève. Alors il y en a qui disent c'est tout le mois. Je vous fais une anacha, je fais une réduction, parce qu'elle vaille, elle est vaille. Non, c'est pas tout le mois qui se lève, c'est tout le temps qu'on ne doit pas se plaindre. Mais bon, soyons un petit peu les pieds sur terre, on va faire par tranche. Alors c'est vrai que normalement celui qui tout le mois qui se lève, elle vaille. Maintenant il y a la période du mois les 8 jours de Hanouka. Pourquoi 8 justement c'est mis à la Teva? Parce que pour ne pas se plaindre, c'est mis à la Teva, c'est au-delà de la nature de l'être humain, puisque l'être humain aime se plaindre, aime grogner, aime voir ce qui lui manque, que c'est le plus grand misken de la terre, je sais pas quoi encore. Alors justement, c'est pendant ces 8 jours-là, le Maharal il dit, celui qui ne se plaint pas, il verra Nissim
niflaot ve'aftaot toute l'année. Il verra des miracles, des surprises et des belles choses toute l'année. Et c'est très beau en théorie, mais c'est pas facile en pratique. Et en vrai, il faut demander à Kadosh Baruch Hu la siyata d'Ishmaïa pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer Hanouka, dire à Hachem, donne-moi la force de ne voir, parce que comment on va faire pour ne pas se plaindre, et d'être capable de voir ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire de voir les lumières qui brillent chez nous et pas à l'extérieur, d'arrêter de comparer, verser tout le message de titre Hanouka, pourquoi les bougies elles sont à la même hauteur, mais chaque flamme elle brille à sa manière. Si vous observez les bougies, il n'y en a pas une seule qui brille de la même manière. Et le plus incroyable, c'est les toutes petites bougies qui a priori, on a l'impression qu'elles vont s'éteindre dans 5 minutes, elles brillent à peine, c'est celles qui s'éteignent en dernier. Et en vrai, ça nous fait penser à quoi? Au potentiel de l'être humain. Ner Hashem Nishmat Adam. Le ner d'Hachem, c'est quoi? C'est la neshama de l'homme. Et en vrai, de nous rappeler une chose, que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Hachem, il n'est pas modèle Otanou, il nous mesure pas en fonction de la quantité, mais la qualité. En vrai, Akadosh Baruch Hu, il dit, chaque juif, il est là et il a sa petite lumière à apporter dans ce monde-là. Qu'elle soit comme ça, ou qu'elle soit comme ça, j'ai besoin de toutes ces lumières-là. Et celle que tu as l'impression, surtout chez les enfants, celui qui te fait le plus de galères, parfois, chas shalom, celui qui va te casser le plus la tête, celui pour qui tu vas prier le plus, celui qui va investir le plus, celui qui tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu vas devenir toi? C'est pas possible. Sache que celui-là, tu vois, là, sa femme elle est toute petite, mais sache que c'est un énorme potentiel. Et en vrai, j'avais expliqué la semaine dernière que le Kohen Agadol, en fait, quand il faisait les encens, il y avait 11 encens qui faisaient brûler. Et il y en avait une, elle avait une odeur horrible. Si elle prise toute seule, c'était insupportable l'odeur. Et Hachem, il disait au Kohen Agadol, tu les mélanges tout ensemble, les encens, et mélanger tous ensemble, ça faisait une odeur extraordinaire. Et en fait, ça fait allusion à quoi? Merci. Ça fait allusion au Neshama du Ham Israël. Nous, on a trop tendance à juger une personne dans son extériorité, parce que j'ai un kissou sur la tête, ou parce que j'ai des collants, ou parce que j'ai une jupe, alors je suis mieux que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Et je peux vous dire que Baruch Hashem, j'ai affaire à un public qui n'est pas du tout religieux parfois. Mais vous pouvez même pas imaginer comment ce sont des Neshamot Théorot, comment c'est des gens extraordinaires, qui font des choses extraordinaires. Parfois, je me dis, je leur arrive même pas au doigt de pied, du doigt de pied, ils font des choses incroyables. Et Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je vous demande à Hanouka, asseyez-vous, c'est la pleine galoute. Et des fois, on n'a pas la force de faire quelque chose en plus. Il dit, c'est moi qui vais descendre vers vous, comme ce geste que vous faites pour allumer cette Hanouka, et c'est moi qui vais vous allumer cette ptila. C'est quoi la ptila? La mèche, c'est les mêmes lettres que tefila. En fait, David Ameller, il nous apprend une chose qui est magnifique. Je fais juste une parenthèse. J'ai fait, quand j'étais en France, un atelier, d'ailleurs je vous le propose aussi, c'est sur 4 heures, c'est comment gérer ses émotions. C'est un truc mais génial, c'est apprendre à ne plus être dans le déni de son émotion, avoir peur d'affronter son émotion, comprendre son émotion et comprendre à quoi ça sert. David Ameller, le livre des Tehillim, c'est le livre où il y a le plus d'émotions possibles, les joies, les peines, les peurs, les angoisses, les stress, la mort, la maladie, les mariages, c'est tout ce que tu peux vivre dans ta vie, tu peux retrouver ton histoire dans le livre de David Ameller des Tehillim. Et en vrai, David Ameller, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce que tu as dans ta vie, de bien ou de pas bien, transforme-le en tfila. Va'ani tfilati. Si tu prends, justement, c'est quoi tfila? C'est la chaîne ptila. Monte-le vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi, justement, on rentre en stress, on a peur, on est angoissé? Parce qu'on a l'impression que c'est entre nos mains. La peur, c'est quoi? Le mot pachad, ça vient du mot dachaf. Pousser. Quand on a peur, c'est Hachem qui nous pousse pour nous dire, allô, tu sais que je suis là. Avoir peur, c'est quoi? C'est croire que je gère ma vie, que je gère la situation. Je gère rien du tout. Même pas le pas que je vais faire dans 5 minutes, je ne le gère pas. La parole que je vais dire, je ne la gère pas. Hachem, il dit, voilà, arrête. À Hanouka, pose-toi. Arrête-toi un petit peu et laisse-moi un peu rentrer et éclairer ta vie. Eshev Bachocher, quand je suis assis dans l'obscurité, Hachem Orli. C'est Hachem qui est ma lumière. C'est-à-dire que où je vais trouver justement ma lumière? C'est Akadosh Baruch Hu. Memouna, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. La Odaya, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Et être capable pendant cette demi-heure d'observer et juste de rak léodot. Rak léodot, les halel, les shabéach. C'est juste remercier. Ne rien dire, ne rien demander. Maintenant, après, il y a une yann à Hanouka de demander, on a le droit de demander un miracle par jour. Normalement, en temps normal, on n'a pas le droit de demander des miracles, parce que le miracle, c'est utiliser ses srouillottes, utiliser ses mérites. Et en vrai, quand on demande un miracle, on le demande bematnat rinam, gratuitement. Je crois que c'est le Maharal, je ne me rappelle plus, ou le Ramchal, je ne sais plus, qui dit qu'il y a une fois dans l'année, on a le droit de demander des miracles, c'est à Hanouka. Moi, j'avais dit la semaine dernière, ce que je vous suggère,
En tout cas, c'est le premier miracle, demander la Géoula. En vrai, on fait allusion à un roi qui avait renvoyé son fils de la maison parce qu'il ne se comportait pas du tout comme il fallait. Au bout de 2 semaines, il a envoyé son serviteur, il lui a dit « Va voir comment il va mon fils ». Il est arrivé, il lui a dit « Ton père veut savoir comment tu vas et qu'est-ce que tu as besoin ?» Il lui a dit « J'ai besoin d'habits, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, je voudrais me doucher ». Le serviteur le regarde et lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas demandé de réintégrer le palais du roi ? T'as tout, c'est-à-dire si tu réintègres le palais du roi, t'as tout à l'intérieur. » Et en vrai, c'est ce qu'on explique. La première chose qu'on demande, parfois on demande des petites choses à Hachem. Pour nous, c'est des grandes choses, mais c'est des petites choses aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit demander, c'est la Géoula. Si on a le Géoula, on a le Mashiach, on a le Beth Amikdash, on n'a plus besoin de rien. Parce que ça y est, c'est le 3e, c'est le dernier. On n'aura plus besoin de rien. Le premier jour, on demande ça. La deuxième chose, je pense qu'il y a une chose qu'on doit demander, c'est la Simcha et la Mouna. Si on a la Simcha et la Mouna, je pense qu'on a tout dans la vie. D'accord ? Parce que quand on a la Simcha Traim, tous nos problèmes, ils nous paraissent tout petits. Quand on a la Emouna, Tzadik Be'emunato Yiché, le Tzadik qui vit de sa Emouna. Même si on n'a pas tout, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne comme à un enfant exactement ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Il s'inquiète de rien, l'enfant. Voilà, il fait « Ah !» C'est levé, elle va l'allaiter. « Ah !» Il va lui changer la couche. « Ah !» Elle sait, un enfant, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, pareil, David Améler qui disait « Quoi ?» Anik et Goumal Alaïmo. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Après, les 6 autres jours qui restent, me demandez ce que vous avez envie. Et ça, c'est la seule fois où on a le droit de demander un miracle. Mais pourquoi on allume les bougies et sur chaque jour on rajoute une bougie? On aurait pu allumer une fois et tous les jours allumer une bougie, c'est Alpi Alacha, c'est Mouta. En vrai, c'est pour nous apprendre. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu ne peux rajouter de la lumière sur une lumière existante. Tu peux dire à quelqu'un, les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'entendre qu'ils sont pas bécédaires. T'es tordu dans ça, t'es tordu dans ça. Rabbi Nachman, il dit, t'es rapsiet, t'es nekudat tovot. Va chercher les points positifs. La petite fiole d'huile, qui a priori, elle est toute petite, elle est insignifiante, eh ben, va la chercher. Parce que si elle brille un jour, elle pourra briller 8 jours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle Nes Teshupa. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire qu'un jour, ça suffisait. Pourquoi 8? Pareil, 8, c'est mis à la Teva. Ce Nes Teshupa. Et en vrai, il faut quoi? Chercher les Nekudat Tovot. Il y a un targil qu'on fait, un exercice qu'on fait qui est génial. Vraiment, je vous invite à le faire. C'est quand on est assis autour des soufgania, autour de la table ou du repas, c'est trouver 3 points positifs qu'il y a chez son mari, chez ses enfants, et 3 choses qu'on peut dire merci à l'autre. Alors, je me rappelle la première fois qu'on l'a fait, il m'avait dit, mais attends, t'es gentil pendant 8 jours, à 8 personnes, il faut dire 8 x 3, 24, alors on va s'en sortir là. Et au début, il y a des gens qui te disent, mais attends, mais comment je fais c'est pour eux? Et bien justement, t'es rapsi et ta tov. Va chercher le tov. Tellement facile de dire à quelqu'un, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, ça va pas, ça va pas. Ça ne demande aucun effort, c'est tout à fait naturel. Mais d'aller chercher le bien chez l'autre, c'est se casser un petit peu la tête. Et justement, Akadosh Baruch Hu dit, tu peux, 1 demi-heure t'arrêter. Arrêter de courir, tu cours. On court après quoi? Et aller voir le bien, qu'est-ce qui brille à l'intérieur de nous? Parce que si cette fiole, elle brûle un jour, elle pourra justement brûler 8 jours. C'est miel la teva. Je vais vous dire une autre chose. Les choses qui nous dérangent le plus dans la vie, ces points d'obscurité, il faut savoir que le potentiel de la personne, il est là-bas. Le potentiel de la personne, il est là-bas. C'est pas justement là où ça va. Parce que là où ça va, ce que j'explique toujours à mes calottes, merci beaucoup, en général, tu l'as reçu sur un plateau en or, ton mari, avec ses qualités. Voilà, j'ai une nouvelle calotte, une israélienne, vendredi matin, et je lui dis, pourquoi tu te maries avec lui? Elle est comme ça, elle me fait, ou pachout, mouchlam. Il est waouh, il est parfait. Et moi dans ma tête je me dis alors je lui dis je lui dis mais quoi, il a rien tordu? Elle me dit Kloum, Aken, il a un smartphone. Je lui dis c'est ça son problème? Elle a un portable caché, elle lui a un smartphone. Je lui dis Alvaï, c'est ça que tes problèmes dans ta vie. Et en vrai ce truc de waouh, on l'a perdu. Si on l'a perdu, il faut le retrouver. Parce qu'en vrai, comme je lui ai dit, tu vois, ton mari là, tu l'as reçu sur un plateau en or. Tachlès, t'as rien fait pour qu'il devienne comme ça. C'est ou lui, ou ses parents. Là, ça va être où ton travail de Ezer Kenegdo? Il est où notre travail en tant que parent? C'est pas là où ça va. C'est pas quand nos enfants ils nous ramènent des théodotes et il y a 20 sur 20 sur les théodotes ou 100 sur 100. Ça, c'est trop facile. C'est quand l'enfant il vient, il commence à nous faire des problèmes. Alors comment justement on va chercher sa nekudat tova, son point positif? Anerot alalu kodeshem ve'el anu reshut leishtamesh b'hem et là lirot am bilvad. Ces nérotes là, c'est-à-dire ces enfants là, kodesh hem, ils sont saints. On n'a pas le droit
de les utiliser à bon escient pour moi. C'est-à-dire pour dire, je vais les mettre dans cette école, pour me vanter qu'ils sont dans cette école, ou me dire, tu vas faire telle étude pour que moi je sois satisfait ou je sois content. Non. Et là, Nirotam Bilvad, est-ce qu'on peut les observer une seule fois sans leur dire t'es pas bécédaire, t'es pas bien, t'es tordu, t'es truc, et juste leur dire Ata bécédaire. Hachem, c'est le message de Hanouka qui nous fait passer. Je t'aime comme tu es, je te demande rien. À la Hanouka, pose-toi, je te demande rien. Juste assis-toi et observe-toi, comme je l'avais dit la semaine dernière, être capable de se regarder dans la glace le matin et au lieu de se dire oh, j'ai vieilli, j'ai une nouvelle ride, j'ai un nouveau grain de beauté, j'ai un truc, elle va avoir une vraie jeune, elle dit regarde-toi, elle dit toi salut beauté, Bokertov, t'as dit ouais salut beauté, d'accord, de se dire Bokertov, être capable de se regarder dans les yeux et de se dire je t'aime comme tu es. Moi je me rappelle la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis dit, mais c'est qui cette débile qui a dit de faire un truc pareil? Tu es là, tu évites ton regard presque, tu peux pas te regarder et dire, Myriam, tu sais que je... Bon d'accord, c'est bon, on en reparlera. Non, tu te regardes, d'accord? Non, on s'amuse à la maison, c'est ouais. Non, de te regarder, tu te regardes, tu continues à te regarder et tu dis, Myriam, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui qui va te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux voir quelque chose de bien qu'il y a chez toi aujourd'hui. En quoi, moi j'ai un petit carnet, il peut vous le dire, hein, il le sait parce que tous les soirs j'ai mon petit carnet à côté de mon lit et j'écris plein de trucs avant de m'endormir. Par exemple, des choses que j'ai fait de bien dans la même journée et je me dis, ben, je suis fière de moi. Je suis fière de moi de ce que j'ai fait avant, mais même pas moi. Avant, on m'avait jamais expliqué c'était quoi Cheshbon Nefesh par exemple, faire une introspection. Alors aujourd'hui, j'ai fait encore du Lachon Hara, je me suis mis en colère après les enfants, j'ai mal fait ma tefila, je me suis pas concentrée dans mon birkat, je me suis pas concentrée dans ma amida. Non, déprimant quoi, c'est arrivé à la fin de la journée. Au bout d'un mois, je me rappelle, je vois mon Cheshbon Nefesh, je me dis Guéinam direct quoi. C'est non mais bémet. Jusqu'à qu'un jour, on m'a dit mais non, c'est pas ça Cheshbon Nefesh, c'est tu vois tout ce que tu as fait de bien et dans ce que tu n'as pas fait de bien, tu dis ok, dans quoi je vais pouvoir évoluer, en quoi je vais pouvoir un petit peu avancer. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, il me dit tu sais quoi, les petites mitzvot au quotidien que tu fais, sache que ce que tu fais dans ce monde-là, si on savait les répercussions que ça a dans les Olamot à Elionot, dans les mondes supérieurs, mais on danserait de joie. Mais on a tellement l'habitude, on fait notre Modani, on fait notre Netilat. Bah là, on a assisté un cours de Torah chez Léa. Bon, c'est sympa, il y avait des crêpes, elle nous a attiré avec ces bonnes crêpes sucrées. Donc c'est sympa, tu vas dire, oh, bon, ça va, écoute. Mais pas du tout. Vous savez ce que c'est 1h30, surtout Motsei Shabbat. On vient, Soudat Melavé Malka, c'est à Soudat David Ameller. Et on vient, on assiste pendant 1h30, 2 heures à un cours de Torah. Quoi, ça, c'est pas quelque chose de grandiose? Ça, c'est pas quelque chose d'énorme, ça? Alors, qu'est-ce qui est énorme? Surtout dans le monde de Galou dans lequel on vit, David Ameller qui disait regarde, avec tout ce que tu m'envoies à Kadosh Baruch Hu, je t'ai jamais laissé tomber. Malgré tout ce que tu m'envoies comme épreuve, je suis encore là. Et en vrai, c'est justement voir ces petites filles adultes qui brillent au quotidien, ces petites mitzvot que quand on a fait ça, on a fini sa Hamida, quand on a fait ça, même si je ne l'ai pas fait au top, me dire Bezrat Hashem, oui, bien sûr que j'aspire à faire un peu mieux que d'habitude, mais je suis quand même contente que malgré tout, la dernière fois je suis rentrée d'un cours, je crois j'étais à Herzliya, et d'habitude je fais toujours ma tefila avant de partir. Ce jour-là, j'avais pas pu. Je suis rentrée, il était, je sais pas, minuit et demi, et je me rends compte que j'ai oublié de faire ma tefila. Et je me dis, je peux pas monter au lit sans faire ma tefila. Maintenant, j'avais juste envie d'un truc, c'est de monter au lit, d'aller dormir. J'ai pris ma Hamida, je l'ai faite. Hein. La vérité, je l'ai fait en super TGGV, mais je l'ai faite quand même. Au début, je dis, Hachem, attends, j'ai l'impression de t'avoir jeté des mots. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi tout ce que tu as fait aujourd'hui? Tu es parti jusqu'à Herzliya, tu as donné des cours de Torah, tu es revenu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, alors tu n'as pas fait une Hamida au top, mais quand même à minuit et demi, tu t'es dit, tu n'as pas fait ta Hamida, tu as pris ton sidour et tu l'as fait. Alors, j'ai c'est vrai que je ne l'ai pas fait au top Hamida, mais ce que je l'ai fait avec tout mon cœur. Et en vrai, le message de Hanouka, justement, c'est aller chercher les petites Nekudat Tova dans lesquelles on fait. Parce que nous, on est, je vous dis honnêtement, on est le Tarki du Ham Israël. On est le concentré du Ham Israël. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent, mais Kochis, ils sont juifs. Et quand ils sont juifs, ils ne savent même pas ce que le quart de ce qu'on fait. Alors, si nous, on n'est pas le Tarki du Ham Israël et qu'on ne tient pas ce flambeau-là, cette mitzvah-là, et qu'on en fait un flambeau, on est content de ce qu'on fait. Alors, quand est-ce qu'on va être content? Seulement quand on va faire un Bikur Cholim. On peut pas faire tout le temps Bikur Cholim. On peut pas faire tout le temps à manger pour une yoledette, une accouchée. On peut pas faire tout le temps des mitzvot un peu spéciales. On peut pas. Mais les mitzvot au quotidien de chez nous, à l'intérieur de chez nous, à Kadosh Baruch Hu, c'est celle-là que je veux. C'est pas celle de l'extérieur. Parce que le chesed, il commence par chez soi. C'est celle que tu vas faire à l'intérieur, mais ce que tu vas faire, tu vas le faire avec tout ton cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Maintenant, c'est fatigant de toujours se dire on doit toujours être au top dans tout, dans n'importe quelle chose qu'on fait. On vit aujourd'hui dans une génération où on nous oblige à être au top de tout et dans tout. Au niveau physique, au niveau moral, au niveau Avodat Hashem, au niveau de tout, on doit être à 100%.
Et c'est fatigant. La dernière fois, ce que je dis à Maureen, la dernière fois, je lui dis, tu sais, j'écoutais un cours de coaching d'un bonhomme où il disait il faut être à 110%. Franck Nicolas. Voilà, c'est vrai. Mais en même temps, parfois c'est fatigant de dire 110%, c'est. Attends, il y a qu'Hachem qui est Shalem. Hachem, il a dit à Abraham, voilà, c'est un peu beaucoup même. Ouais. Si tu ne rentres pas Kadesh Baruch Hu dans ta tzlacha, alors évidemment que tu vas te dire ah non mais c'est Kochivot Subeyadi, je fonce, je fais jusqu'à ce que je vais réussir. Ok, on essaie d'être au top. Mais attends, il n'y a que Kadesh Baruch Hu qui est au top de tout. C'est-à-dire que dans ce que je fais, évidemment que je dois essayer de mettre le maximum. Hachem, quand il a dit à Abraham l'Ech Lecha, qu'est-ce qu'il a dit? L'Ech, c'est Gematria 50. Lecha, c'est Gematria 50, ça fait 100. Hachem, il a dit Aïka, que tu sois en tailleur de Ishtalmut. Tu sois un processus de perfection. Mais il n'y a que Hachem qui est parfait. D'arriver à 100%, il n'y a que Hachem qui peut arriver à 100%. Hachem, il ne nous mesure pas. Il ne nous récompense pas sur les résultats. La mavette à Totsaot, on n'a pas besoin des résultats. Il nous récompense sur quoi? Justement sur tout le tas à lire, tous les processus. Sheva Ipol Tzadik Vekam. On tombe et on se relève. On tombe et on se relève. Hachem, il n'a pas de problème avec le fait qu'on tombe. Ce qu'il veut surtout, c'est qu'on se relève. D'accord? C'est qu'on se relève. Qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs? Itna Arime Afarkomi, Lifshek Bigder Tifartami. Lève-toi et remets tes habits de malchoute, de royauté. Rappelle-toi qui tu es. Tu es une princesse. Moi, j'explique toujours au Khalad, je lui dis, tu sais, ce qui construit un couple, c'est pas les grandes choses. Ah, je vais faire un anniversaire surprise à ma femme, un anniversaire surprise à mon mari, je vais lui offrir un cadeau, un jour je vais être au top. Non, c'est les petites choses qui font les grandes choses. C'est pas les grandes choses qui font les petites choses. Quand on fait le respect d'une personne à 120 ans, Bezrat Hashem, en général, quand est-ce que tu reconnais un tzaddik? C'est par exemple la itiachasut qu'il avait, le relationnel qu'il avait avec les êtres humains, comment il recevait quelqu'un, la gentillesse, un sourire, encore une marque de chesed. C'est pas je vais venir au truc, je vais prier comme ça et puis après, comme il dit le Rav Pinkus, avec ta Gemara ou ton sido, tu vas te mettre à taper les gens sur ton chemin parce qu'ils se comportent pas comme toi tu voudrais qu'ils se comportent ou comme Hachem il devrait qu'ils se comportent. Non, c'est les petites choses de la vie de tous les jours, ces petites fiales d'huile, ces petites mitzvot. Le mot mitzvah, ça vient du mot tzifta. Tzifta en araméen, c'est faire équipe avec Hachem. Le but de la mitzvah, c'est de se relier à Kadosh Baruch Hu. De se relier à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que de dire à Hachem, ce que je fais, mais je le fais avec tout mon cœur. J'avais expliqué, il y a un de mes derniers cours que j'ai fait à Paris. Il y a une femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu te rappelles, tu avais fait un cours sur la tsniout, je lui ai dit, ouais, je m'en rappelle. Et elle m'a dit, j'avais pris sur moi de mettre des jupes, mais j'ai du mal. Alors je lui dis ouais, je peux comprendre que quelqu'un qui se met pas en jupe tout le temps. Elle m'a dit j'avais pris que sur moi un Shabbat, au début je l'ai fait, après j'ai eu du mal. Et elle m'a dit, et je suis chaque fois là en train de me dire, il faut que je remette mes jupes. Il faut que, cette phrase-là qui nous empêche d'avancer, il faut que. Je lui dis non, on choisit que. Alors elle m'a dit, je lui dis ben, je choisis de faire plaisir à Hachem. Ce que j'expliquais à ma fille aujourd'hui, je lui dis non, tu ne vas pas mettre une jupe parce que tu as pris sur toi et tu es en lachat, parce qu'il faut mettre. Non, parce que je choisis de faire plaisir à Hachem. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle la shon bari, la shon chamoutz. C'est quoi la shon chamoutz? Chet, même tzadik, ani chayevet muchachat tzricha. Je suis obligée, je dois faire, et ani chamoutz tzadik vani tzricha. C'est-à-dire je dois, je n'ai pas le choix. Chaque personne, elle se sent chanouk. D'accord? Voilà, ouais, Chamout Hametz. La Achmitz, c'est tu es en train de perdre quelque chose en chemin. Ça, la Achmitz, quelque chose. Et en vrai, on te dit, c'est quoi être bari, être sain dans sa tête, être en harmonie avec ce que tu fais? Ani Bocheret, je choisis. Resh Ani Rotsa, Yud Ani Yotzeret, je crée. Ve'alev Zefshari Avouri, c'est possible pour moi. Je ne prends pas des choses qui sont trop grandes pour moi. Comme disait David Amenar, Lo alarti, Lo gavalibi, Velo alarti bigdot ou benifat ou meni. Mon cœur, il ne s'est pas enorgueilli. Je ne suis jamais allée dans des sphères qui étaient beaucoup plus élevées que moi en me disant, il faut que je fasse quelque chose. Hein, c'est-à-dire qu'il ne va plus avoir de batterie. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse cette chose-là. Il ne faut rien du tout. Je fais ce que je peux. Et je le fais de tout mon cœur, et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Maintenant, il y a des fois, imaginez même à la table de Shabbat, quand on est avec nos maris, nos enfants, il faut toujours être au top des salades, au top du pain, au top de... C'est fatigant, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout ce que tu fais, ben, c'est jamais assez bien. Imagine, il y avait une mishtara qui nous attendait à chaque coin de rue, un chauffette qui était là, on ne pourrait pas. C'était quoi la force d'Akadosh Baruch Hu, sa grandeur, sa anava? C'est que Onelam Baolam, il est caché dans le monde. Hachem, on ne le voit pas. Et pourquoi? Pour nous permettre d'exister un petit peu.
Et en vrai, c'est pareil, c'est avec les autres et avec nous-mêmes, avec Akadosh Baruch Hu, il dit ta nocherout, ta présence, elle me suffit. La preuve, c'est que le matin, quand on se lève et on dit Moda Ani, Bechamla Rabba Ma'atecha, Hachem, je te remercie sur quoi? Parce que tu m'as rendu Maneshama, parce que tu as confiance en moi. Et Hachem, il dit ta nocherout, déjà que tu es là, que tu es présent dans ce monde, c'est que j'ai besoin de toi. C'est que ta petite flamme qui brille, elle est énorme pour moi. Nous, ce qu'on voit, c'est un truc comme ça. Si on savait ce que ça faisait dans les mondes supérieurs, mais on courrait après les mitzvot, le problème c'est qu'on ne le voit pas. Alors on a l'impression, d'ailleurs c'est ce qu'on expliquait aujourd'hui à la table de Shabbat, pourquoi Hachem n'a pas donné le sachar des mitzvot? Il y a des fois, je parlais de ça avec ma belle-mère, plus on grandit au niveau rouchani, et plus des petites choses parfois, qu'avant tu faisais super attention, pourquoi on te dit Altamin Be'atzmecha Adiamotra, ne crois pas en toi jusqu'à le jour de ta mort. Moi j'ai vu des gens, mais quoi, bombe atomique au niveau de leur Torah, du jour au lendemain, ils ont tout lâché. Ils se sont découverts la tête, les jeans, les trucs, tout lâché. Et franchement, ça fait peur. Parce que tu te dis, comment on peut passer de ça à ça? On te dit, ne crois pas en toi, Isha ben Abouya, Acher, c'est-à-dire comment, lui, le maître de Rabbi Akiva, comment c'est possible qu'il a tout lâché comme ça en vrac? On ne croit pas en toi jusqu'au dernier jour de ta mort. Et parfois, dans les petites choses où avant on était hyper médakim, on faisait attention, parfois en grandissant, on a l'impression qu'il nous faut des grandes choses. Ça, c'est plus pour moi, ça. Pas du tout. J'ai dit, Léa, ça me dérange pas. Ça fait juste une petite musique de fond de Hanouka, c'est très bien. Alors, maintenant, c'est quoi la guerre qu'on fait contre les Yévanim? Cette milchama qu'on fait contre les Grecs. Les Grecs, on sait que le Yavan, d'accord, c'est tout le côté extérieur. C'est toute l'extériorité. Le culte grec, c'est quoi le corps, la beauté extérieure. Aujourd'hui, on revient un petit peu à ça. C'est un petit peu ça, le botox, les trucs, on se tire les trucs, on se tire les chaves, je sais pas quoi. Il faut être au top de tout. Et puis quand tu vois les vrais visages des gens en vrai, quand tu leur enlèves leur massécha, leur visage, tu vois les gens, c'est vraiment leur massécha, c'est leur masque, c'est